s'appelle Yumbi qui est au Cameroun, donc qui va faire la conclusion plus tard, qui pose la question suivante, qu'il faudrait savoir qui sont les principaux acteurs pour la mise en place de l'habitat et des villes durables. D'acteurs, il y a plusieurs catégories d'acteurs, hein. Il y a d'abord les problématiques d'aménagement, des architectes, les urbanistes. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'écoles. Enfin, les meilleures dans ce domaine-là, c'est clairement les villes des pays nordiques, hein, qui ont 30 ans d'avance sur les autres villes partout dans le monde, parce qu'ils ont compris en fait la notion de ce qu'on appelle de l'écologie industrielle appliquée à l'urbain. C'est-à-dire où les données de sortie des uns deviennent les données d'entrée des autres. C'est-à-dire que le modèle le plus durable pour une ville, c'est qu'il y ait une éradication totale de la notion de déchet ultime. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui produit de l'énergie, par exemple, mais qui ne l'utilise pas, puisse alimenter un bâtiment voisin. C'est la notion de smart grid ou d'îlot qui est très facile à mettre en place, à condition que ce soit conçu pour, et ça permet d'améliorer la résilience des villes. Je vous donne un autre exemple aussi qu'on a vu en Inde récemment, c'est la possibilité de collecter à l'échelle du quartier tout ce qui va être déchets organiques. Et dans les villes africaines et dans les villes du monde entier, il y a un grand nombre en pourcentage de déchets organiques qui sont produits, que ce soit des huiles alimentaires, que ce soit des déchets alimentaires liés à la préparation des repas. Bon, mais là aussi, il y a la possibilité aujourd'hui de mettre en place des réseaux de méthaniseurs urbains, donc dans la ville, pour que le circuit de collecte soit extrêmement court, avec production de biométhane et réutilisation de ce biométhane, soit pour produire de l'énergie, soit pour faire un carburant pour chauffer ne serait-ce que les aliments. Donc ça, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais qui existent très peu finalement. Donc on a vu en Inde de plus en plus ce type d'installation se mettre en place. Les villes africaines sont très peu équipées de ce type d'installation, qui coûte très peu cher en fait, hein, dans l'absolu, mais il y a bien sûr un investissement, mais ça coûte peu cher. C'est techniquement pas très complexe à exploiter, donc ça demande pas énormément de compétences ultra pointues pour faire fonctionner ces méthaniseurs. Donc il n'y a pas non plus besoin de réseaux très sophistiqués, mais là aussi ça s'organise. Donc moi je pense que ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles de mettre en place à des échelles de temps extrêmement courtes. D'accord. Et autre question, c'est comment du coup on peut inciter les décideurs à intégrer ces solutions et à repenser donc les villes. Ça, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, le problème, c'est que les solutions aujourd'hui techniques existent pour faire des villes plus résilientes, plus durables. Mais le problème, c'est pas la technologie qui existe, qui est mature. Le problème, c'est la gouvernance. Et le problème de l'accès à ces informations, parce que aujourd'hui, la plupart des décideurs politiques ne sont pas forcément au courant que des solutions techniques existent. Ils sont aussi largement pollués dans leurs décisions par des lobbies qui continuent de vendre des solutions du passé. Donc les solutions du passé, c'est des solutions qui sont en vigueur aujourd'hui avec des systèmes de production massifs en dehors des villes, avec des réseaux sophistiqués, etc. Enfin, le modèle de développement que l'on connaît aujourd'hui dans les villes occidentales et qui sont clairement pas durables. Donc il y a un problème d'accès à l'information de la part des décideurs publics dans les villes africaines et un problème d'expérimentation aussi
qui n'existe pas suffisamment. Donc, à l'instar de ce qui se passe ailleurs dans d'autres continents, il faut qu'il y ait plus de démonstrateurs, comme je sais qu'il y a un projet en Côte d'Ivoire qui est tout à fait intéressant, de la conception d'un écoquartier en Côte d'Ivoire sur la base de tout ce que j'ai raconté là depuis le début, et qui me paraît aller dans le bon sens, parce que dès lors qu'on arrive à démontrer que ça fonctionne, la construction préfabriquée, et qu'on arrive à démontrer qu'on arrive à avoir des bâtiments à énergie positive à des coûts tout à fait intéressants en coût global, eh bien, ce sont des modes de développement urbain qui peuvent être rapidement copiés, clonés sur tout le continent, à condition qu'on ait quelques bonnes pratiques qui puissent être montrées à des décideurs publics. Donc il y a un très très gros travail à faire d'explication, de présentation. C'est pour ça qu'on va soutenir le salon Polytech qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2018. Il y a eu un salon Polytech qui a été aussi organisé à Casablanca en octobre 2016. Et c'est par l'intermédiaire de ce type de forum qu'on peut faire connaître aux décideurs politiques africains les possibilités techniques aujourd'hui qui existent. Je te pose la question. Ouais. Alors, une question d'Asomé Madiana. Quand on parle de bâtiments préfabriqués pour l'Afrique, dans un contexte de main-d'œuvre peu qualifiée et peu habituée au process industriel, alors qu'on a un grand nombre de bâtiments à construire, est-ce réaliste, même à moyen terme? Mais bien sûr que c'est réaliste, parce que bon, de toute façon, si on ne prend, bien sûr que les difficultés sont énormes, bien sûr, il y a tellement de raisons de ne rien faire, parce qu'il y a tellement de freins qu'on ne fait rien. Mais en Afrique, il y a beaucoup d'atouts, notamment la jeunesse de la population, le soif d'apprendre, et des gens qui sont aussi extrêmement de bonne volonté. Donc oui, il y a des problèmes de compétences, c'est vrai, mais on voit bien avec des organisations comme Ashoka, comme il y a énormément de possibilités de faire de la formation assez rapide sur le terrain avec les populations locales et avec un encadrement bien sûr de gens compétents, on peut assez rapidement faire du transfert de compétences pour que l'autoconstruction démarre dans les villes. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça marche déjà comme ça. Hein. Il y a énormément d'initiatives dans ce domaine-là. Bien entendu, il faut aller plus vite. Mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible dès lors qu'il y a une vraie volonté politique. Et qu'encore une fois, le problème, c'est la gouvernance. Hein. C'est la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté des autorités de promouvoir ce type de modèle de construction. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je connais bien le contexte africain, j'y étais des dizaines de fois, et il y a tellement de bonne volonté en Afrique qu'on doit pouvoir trouver des solutions. D'accord, merci beaucoup, en particulier pour cette note positive. Donc, nous invitons les participants à continuer de réagir dans la boîte de conversation, et nous allons vous donner la parole pour la deuxième partie de votre intervention. Donc, vous avez déjà dit pas mal de choses, mais donc, qu'en est-il des innovations de Bouygues pour les écoquartiers, la mobilité douce, les routes solaires et les services à la ville comme l'éclairage urbain? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces aspects-là et dans leur mise en œuvre dans le contexte africain? Et aussi, peut-être nous donner votre perspective sur le fait que toutes ces innovations, quelque part, redéfinissent les technologies et redéfinissent les métiers de Bouygues, du bâtiment en général. Voilà, je vous redonne la parole donc sur ces questions et pour votre deuxième partie. Et vous pouvez donc soit passer les... Ah oui, mais en fait, ouais. Je peux pas les passer. Hein. Je vous donne la main pour passer les slides. Je suis désolée, en fait, j'avais oublié de le faire. Et donc, gérer votre présentation. Voilà, la parole est à vous, Fabrice. J'ai ça mon micro. Oui, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, sur l'eau chaude sanitaire, hein, ça paraît évident parce que l'Afrique le fait déjà beaucoup, donc j'ai pas trop insisté là-dessus, mais l'eau chaude sanitaire solaire, c'est déjà quelque chose qui est très utilisé en Afrique, donc je n'insiste pas là-dessus. Alors par contre, sur ce que vous venez de dire,
la mobilité douce et l'éclairage, c'est un vrai sujet dans les villes africaines, hein, l'éclairage public notamment. Donc nous, on a mis au point chez Bouygues un procédé qui s'appelle Citybox. Hein. Donc j'ai dû avoir une diapo Citybox quelque part. Je vais vous la passer. Mobilité douce, voilà. Donc on va parler de la Citybox et de la CityCharge. Bon là, Citybox, CityCharge, c'est la même chose. Alors, je vous explique ce que c'est. Après, je vous parlerai de Wattway. Donc, alors Citybox, c'est un lampadaire intelligent qui remplace en fait 8 réseaux dans la ville. Donc, c'est extrêmement peu cher en fait. Hein. Donc, c'est quoi ces 8 réseaux? Donc, d'abord l'éclairage public qui fonctionne donc avec des lampadaires qui sont soit auto-alimentés par donc le soleil qui stocke l'énergie la journée et la restitue la nuit avec des batteries intégrées aux lampadaires. Donc c'est des choses que l'Afrique connaît déjà, hein, mais que nous on a industrialisé. Et donc ces lampadaires servent à la fois pour éclairer les villes, hein, ça paraît évident, mais aussi sert pour d'autres usages, notamment des usages informatiques, donc des hotspots Wi-Fi dans la ville, de manière à limiter la fracture numérique dont souffrent beaucoup de villes africaines. Permet aussi de faire du son, c'est-à-dire avoir des lampadaires qui produisent du son donc pour des animations commerciales ou de la sécurité, voire de la vidéosurveillance. Lorsque on a affaire à la surveillance de marché, par exemple, ça peut être important dans un contexte d'insécurité urbaine grandissant. On peut aussi avoir, avec ces lampes intelligentes, la possibilité de recharger demain des véhicules électriques. Alors, en Afrique, il y a peu de véhicules électriques, mais il y aura de plus en plus de scooters électriques pour améliorer la qualité de l'air ville, comme il y a beaucoup de scooters électriques aujourd'hui dans les villes chinoises, notamment à Shanghai. Et pour ça, il va falloir des infrastructures de recharge. Et bien demain, les lampadaires pourront, c'est le cas ce qu'on appelle des bornes City Charge, devenir des bornes de recharge électrique, non pas additionnelles aux lampadaires, mais intégrées dans le lampadaire. Hein, et donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui techniquement viables, parce que ça existe,